tués. Tu les as tués. Que Dieu te maudisse. Que Dieu vous maudisse tous. Vrai homme. Je veux dire, un vrai homme. Je ne vais pas vous mentir, n'est-ce pas? Hein? Mais on a trouvé la trace de Yavuz. On est en train de le suivre. Regardez bien Nejla vider sa maison. Regardez, regardez. Nos chaussures! Mon fils ne ferait jamais ça. Oui, il ne ferait pas ça, maman. Bien pour toi. Laisse-moi partir. On t'a traité comme un être humain, mais tu fais la maline. Qui te l'a dit, hein? Je ne permettrai jamais une chose pareille. Jamais. Mais pour qui vous prenez-vous au juste? Meurtrier. Tu n'es qu'un sale meurtrier. Meurtrier. Vous n'attaqueriez pas 2 hommes en étant plus nombreux. Fichez le camp, dégage. Pourquoi se précipiter? Tu annules le dîner que j'attends depuis des mois. Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. On veut pas. Je ne veux rien de cette maison, ni de ces gens. Tu comprends? Vous êtes tous les deux des malades mentaux. Tu es malade. Tu es folle, alliée. Éclater avec la violence d'une bombe, et la véritable lignée de cette fratrie maudite va détruire tout ce que nous pensions savoir sur leur passé sanglant. Je sais que nous avons toutes suivi cette descente aux enfers avec le souffle coupé, observant chaque manipulation et chaque larme. Et je suis certaine que la suite va totalement renverser nos certitudes sur les liens du sang qui unissent ces enfants. Avant que je ne vous dévoile les détails de cette machination terrifiante, dites-moi vite dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. Je passe mes soirées à lire vos réactions et à répondre à chacune d'entre vous, car je suis toujours fascinée de voir à quel point notre passion commune pour cette histoire rassemble des personnes des 4 coins du monde. L'onde de choc a balayé le domaine avec une brutalité que personne n'osait imaginer. La déflagration n'a pas seulement pulvérisé le béton et l'acier, elle a réduit en cendres l'illusion de toute puissance que Yavuz était construite au fil des années. Ce bruit assourdissant, ce fracas métallique suivi d'un silence de mort, symbolise la fin d'un règne de terreur psychologique. Le feu qui dévore la grande salle de bal n'est que le reflet de la haine qui ronge cette famille depuis le jour où Rifat et Bala ont fui pour protéger leur amour. La structure de la pièce a cédé, piégeant les ravisseurs et leurs victimes sous un amas de gravats brûlants, Brouillant instantanément la frontière entre ceux qui donnaient les ordres et ceux qui subissaient. Dans cette fournaise où l'air devient toxique, la véritable nature de chaque individu est mise à nu, dépourvu de ses artifices et de son arrogance. C'est dans cet enfer de poussière étouffante que ces mots prouvent une fois de plus que son âme est forgée dans un acier indestructible. Ignorant la douleur fulgurante de ses propres blessures, aveuglé par la fumée âcre, il refuse de s'avouer vaincu. Chaque muscle de son corps endolori est tendu vers un seul but viscéral, retrouver sa sœur aînée. Il faut se rappeler tout ce qu'il a traversé, les nuits passées dans le froid de la rue, les humiliations, la culpabilité d'avoir vu Azizé se sacrifier pour lui. Cette culpabilité est transformée en une rage protectrice absolue. En rampant à travers les flammes, il aperçoit enfin Azizé, prisonnière des décombres de l'estrade où elle devait subir le pire des supplices, un mariage forcé destiné à laver l'honneur d'un clan ennemi. La scène est d'une intensité vertigineuse. Ces mots déchirent les obstacles à main nue, arrachant sa sœur à la mort avec une force désespérée. Leurs retrouvailles au milieu du chaos, leurs visages couverts de suie et baignés de larmes, scellent un pacte silencieux. Ils ont survécu à la forêt, ils ont survécu à la misère de la ville, et ils viennent de survivre à la folie des hommes. À l'extérieur, le paysage est pas moins dramatique, mais il est orchestré par une main experte et impitoyable. Oncle Jeff Dett, cet homme qui a longtemps dissimulé son passé de guerrier sous les traits d'un voisin bienveillant, a définitivement tombé le masque. En reniant son serment de paix, il a libéré la bête qui sommeillait en lui. Avec une précision chirurgicale et une froideur qui glace le sang, il neutralise les dernières gardes de Yavuz, nettoyant la zone de toute menace résiduelle. C'est une justice brutale mais nécessaire. Et pendant ce temps, le grand Yavuz, l'homme qui se prenait pour un dieu intouchable, fait face à sa propre insignifiance. Écrasé sous une lourde poutre, les os brisés, il ne ressent pas seulement une agonie physique, mais une humiliation totale. La caméra mentale de notre esprit capte ce moment précis où sa propre mère, l'architecte de sa cruauté, s'approche de lui.
Au lieu de lui tendre une main secourable, elle le toise avec un dégoût indescriptible et s'éloigne, le laissant crever dans les décombres. Cette image est d'une violence psychologique inouïe. Elle prouve que dans cette dynastie corrompue, les enfants ne sont que des instruments de vengeance, jetés aux ordures dès qu'ils échouent. Yavuz réalise, dans un souffle brisé, que son obsession, elle, a conduit à sa propre perte et qu'il n'a jamais été aimé. Mais la véritable tragédie de cette nuit réside dans l'identité de la personne qui a déclenché l'apocalypse. Dans l'ombre suffocante des cuisines, loin des regards, une femme contemple son œuvre avec un désespoir silencieux. C'est Nella. Nous l'avons vue sombrer petit à petit, écrasée par la cruauté de Hashmet, humiliée par sa belle-mère, traquée par des créanciers sans pitié. Nella, elle n'était pas une criminelle dans l'âme, elle était le produit défectueux d'un environnement bourgeois toxique qui l'a poussée au-delà de ses limites. En appuyant sur ce détonateur, elle n'a pas seulement voulu détruire le domaine, elle a voulu faire exploser la cage invisible qui l'étouffait depuis des années. C'est un geste de pure détresse, un appel à l'aide maquillé en acte de guerre, qui se retourne inévitablement contre elle. Le hurlement des sirènes de police, déclenché par un appel anonyme du seul homme qui tente encore de racheter son âme, Youssouf, vient briser ce moment de folie. Les forces de l'ordre encerclent la propriété, condamnant chaque survivant à répondre de ses actes devant la justice. Le moment où les menottes se referment sur les poignets de Yavuz est un tournant narratif et émotionnel que nous attendions toutes. Sous les yeux rougis de ces mots et le regard insondable d'Azizé, le tyran est mis à terre. Pourtant, en observant la chute de cet homme qui prétend partager son sang, Azizé ne ressent ni un triomphe éclatant ni une pitié larmoyante. Elle est traversée par un vide immense, une sensation de vertige face à l'absurdité de cette haine. Elle comprend soudainement que la véritable victoire n'est pas de voir Yavuz pourrir en prison, mais de réussir à préserver son propre cœur de la noirceur qui l'a détruit. Elle refuse de laisser le poison de cet homme infiltrer dans ses veines. La survie, est plus seulement une question d'échapper à la mort. C'est un choix conscient de chérir l'innocence et l'amour que ses vrais parents, Rifat et Bala, lui ont inculqués. Pendant que ce drame se joue dans les hauteurs de la ville, le reste de la fratrie attend dans l'angoisse glaciale d'un appartement misérable, chassé par la cruauté de Hashmet. Fidan, Zélia, Samet et la douce Balim accrochent les uns aux autres, redoutant le pire. Elle arrivait en trombe de Youssouf, le visage couvert de sueur et les yeux brillants d'une émotion sincère, brise le silence insoutenable de la pièce. Lorsqu'il annonce que le cauchemar est terminé et que Yavuz est hors d'état de nuire, la tension retombe dans des sanglots de soulagement. La petite Balim, serrant son jouet comme un talisman protecteur, demande avec une innocence qui nous brise le cœur si le monstre est parti pour de bon. Entendre ses aînés lui répondre par elle affirmative agit comme un baume réparateur sur des blessures ouvertes depuis trop longtemps. Ils ont tout perdu sur le plan matériel, ils n'ont plus de certitude concernant l'avenir, mais ils possèdent l'essentiel, leur liberté et cette promesse sacrée de ne jamais relâcher la main de l'autre. C'est là que l'oncle Jefdet impose définitivement comme le roc de cette famille brisée. Prenant la pleine mesure de ses responsabilités, il décide d'effacer les stigmates de leur misère récente. Fini les caves à charbon insalubres, fini l'humiliation quotidienne infligée par des voisins sans scrupules. Il leur ouvre les portes d'un véritable foyer dans le quartier historique de la ville. Une maison où les murs sont assez épais pour repousser les cauchemars. Ce déménagement n'est pas que un simple changement d'adresse, c'est une transition psychologique vitale. Était l'apprentissage d'une nouvelle normalité où on peut s'endormir sans sursauter au moindre bruit, sans craindre que la porte ne soit défoncée par des tueurs à gages. Les premiers sourires échangés autour de la table de la salle à manger, bien que timides et fragiles, sont la preuve vivante de leur résilience. Ils ont été broyés, dispersés, terrorisés, mais ils se relèvent, unis par cette devise qui a forgé leur âme, on ne fait que un. Mais nous savons pertinemment que dans ce genre d'univers,
La paix n'est souvent qu'une illusion passagère, un calme trompeur avant l'ouragan dévastateur. Alors que les enfants croient enfin avoir trouvé un havre de paix, l'obscurité se prépare à frapper là où personne ne l'attend. L'action se déplace dans les couloirs froids et sinistres du commissariat central, où Yavuz est incarcéré dans une cellule lugubre, attendant d'être jugé pour l'ensemble de son œuvre macabre. Son visage tuméfié et son corps brisé racontent la chute d'un empereur de pacotille. Soudain, le rythme de la scène ralentit, créant une tension psychologique étouffante. Une silhouette avance silencieusement dans la pénombre, le visage entièrement dissimulé sous une large capuche sombre. Ce visiteur anonyme, arrête devant les grilles métalliques, le silence est si pesant qu'on pourrait entendre une goutte d'eau tomber. Sans un mot, la silhouette glisse un bout de papier plié à travers les barreaux. Yavuz, méfiant et épuisé, ramasse le message de ses mains tremblantes, tachées de son propre sang. Il déplie le papier sous la lumière crue et vacillante de l'ampoule du plafond. Je vous laisse imaginer l'intensité de son regard à cet instant précis. À mesure qu'il déchiffre les mots griffonnés à la hâte, son visage se crispe. Sa respiration se bloque net dans sa gorge. L'effroi le plus total empare de ses traits, remplaçant instantanément l'arrogance par une terreur viscérale. Un rire hystérique, grinçant, échappe à ses lèvres fendues, résonnant de manière lugubre dans les murs de béton. Ce message ne contient pas de menace de mort, ce serait bien trop simple pour lui. Il contient une révélation glaçante, un secret toxique enfoui sous 20 années de mensonges. Quelqu'un qu'il pensait enterré depuis longtemps vient de lui révéler la véritable identité d'un des membres de cette fratrie, une vérité si destructrice qu'elle remet en question chaque événement, chaque larme et chaque goutte de sang versée depuis le premier épisode. La caméra zoome lentement sur ce papier froissé entre ses doigts tremblants, figeant le temps, avant de plonger l'écran dans une obscurité totale, nous laissant le cœur battant à tout rompre face à cette bombe narrative qui s'apprête à ravager la vie des enfants. Si vous voulez garder une longueur d'avance sur cette trahison monumentale qui va tout faire basculer et comprendre l'ampleur de ce secret qui va détruire les derniers repères de notre famille, cliquez sur le bouton pour vous abonner immédiatement et laissez-moi votre théorie la plus folle dans les commentaires juste en bas. La prison de Yavuz devient le théâtre d'une révélation si monstrueuse qu'elle menace d'effacer définitivement le peu d'humanité qui restait encore dans ce quartier rongé par les rancœurs et les ambitions destructrices. Alors que la police boucle les rues adjacentes et que les habitants tentent de reprendre une respiration normale après le chaos de l'explosion, l'attention se focalise tout entière sur ce bout de papier froissé qui vient d'atterrir entre les mains du tyran déchu. La silhouette encapuchonnée s'est évanouie dans les ombres de la nuit sans laisser de traces. Mais son message résonne déjà comme un coup de tonnerre dans le ciel orageux de cette tragédie familiale. Yavuz, recroquevillé sur son lit de camp métallique, ne cesse de relire ces quelques lignes manuscrites en laissant échapper des rires nerveux qui traduisent une démence totale. Pour lui, ce n'est plus seulement une question de vengeance ou de suprématie clanique, c'est la découverte terrifiante que les mensonges sur lesquels il a bâti toute son existence ne sont que la pointe émergée d'un iceberg bien plus vaste et corrompu. Pendant ce temps, dans le nouveau foyer sécurisé offert par l'oncle Jeff Dett, l'atmosphère est partagée entre un soulagement fragile et une inquiétude persistante quant au sort d'Azizé. Les plus jeunes, enfin débarrassés de la menace imminente des hommes de main de Yavuz, découvrent le confort d'un véritable matelas et la chaleur de pièces bien isolées, mais l'absence de leur grande sœur pèse lourdement sur chaque regard. Fidan et Zelia s'efforcent de maintenir un semblant de normalité, préparant un repas simple avec l'aide de l'oncle Jeff Dett, qui endosse désormais son rôle de protecteur avec une rigueur militaire. Chaque bruit de pas dans le couloir fait sursauter les enfants, craignant que le cauchemar ne vienne frapper de nouveau à leur porte. C'est ces mots qui brisent le silence en affirmant avec une certitude absolue qu'ils iront chercher Azizé dès l'aube, refusant catégoriquement de laisser l'aîné de la fratrie seule face aux monstres qui l'ont séquestré.
Cette détermination inébranlable raide insuffle un élan d'espoir dans le cœur de la petite troupe, prouvant que malgré les épreuves, leur lien reste leur meilleure armure. Du côté des antagonistes, le clan de Hashmet implose sous le poids de ses propres contradictions et de la violence de ses actes passés. Nella, après avoir déclenché la détonation partielle du domaine pour s'affranchir de ses créanciers et de l'emprise de sa belle famille, se retrouve piégée dans une spirale judiciaire incontrôlable. Les autorités, guidées par les indices laissés sur place et les aveux indirects de Youssouf, commencent à resserrer el étau autour de la maison bourgeoise. Hashmet, furieux d'avoir perdu la face devant tout le quartier et de voir son autorité piétinée par ses propres proches, s'en prend verbalement à sa mère dans une diatribe d'une violence verbale inouïe. La vieille matriarche, habituée à régner par la terreur et la culpabilité, réalise avec amertume que sa tyrannie familiale est en train de s'effondrer brique par brique. Les alliances se dissolvent, la peur change de camp, et les secrets les plus honteux de la maison commencent à fuiter dans les rues, jetant l'opprobre sur ceux qui se croyaient intouchables. Youssouf, quant à lui, navigue sur une ligne de crête extrêmement dangereuse. Après avoir joué un double jeu périlleux pour sauver les enfants et aider l'oncle Jefdet, il doit faire face aux soupçons croissants de son propre père et aux menaces implicites de ses cousins. Pourtant, il ne regrette rien. La vision de la petite Balim souriant à nouveau dans le nouveau refuge lui procure une paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie au sein de sa propre maison. Il sait que le moment de vérité approche à grands pas et qu'il devra bientôt choisir définitivement son camp lorsque la confrontation finale aura lieu. Sa relation avec sa mère, tiraillée entre l'amour filial et la peur panique de la réaction de Hashmet, atteint un point de rupture lorsque cette dernière découvre les messages cachés sur son téléphone portable, prouvant hors de tout doute que son fils a trahi les siens pour protéger les orphelins. La nuit avance lentement sur Istanbul, enveloppant la ville d'un épais brouillard qui semble étouffer les cris des âmes en peine. Dans sa cellule, Yavuz finit par se calmer, sa folie laissant place à une froide détermination calculatrice. Le message reçu ne contenait pas seulement une révélation sur l'identité d'un membre de la fratrie, il désignait nommément L1DE comme étant la véritable clé de voûte de toute cette guerre. Un enfant qui ne serait pas du tout celui que l'on croit. Cette information, si elle venait à être rendue publique, détruirait non seulement la crédibilité de l'oncle Jefdet et la mémoire de Rifat, mais anéantirait également les derniers repères moraux de la fratrie. Yavuz comprend qu'il détient désormais une arme bien plus puissante que n'importe quelle arme à feu, et il prépare déjà sa contre-attaque psychologique en attendant la visite de son avocat ou de ses sbires survivants. Dans le même temps, Azizé, retenue captive dans une aile isolée de la grande propriété familiale ennemie sous la garde stricte de Humit et des derniers hommes de main fidèles, refuse obstinément de se plier aux exigences de son mariage forcé avec Devran Alas. Malgré la fatigue accumulée, les menaces verbales incessantes et l'isolement total, elle utilise chaque instant pour observer les failles de ses geôliers. Elle sait que l'oncle Jefdet et Semo ne l'abandonneront pas, mais elle refuse de rester passive en attendant un miracle. En fouillant méthodiquement la pièce où elle est enfermée, elle découvre un panneau d'aération vétuste dissimulé derrière une vieille commode en bois, ouvrant une perspective d'évasion aussi risquée qu'inespérée dans cette immense bâtisse labyrinthique. Les premières lueurs de l'aube commencent à peine à peindre le ciel, d'une teinte grisâtre, lorsque Semo, l'oncle Jefdet et Youssouf se réunissent discrètement dans une ruelle sombre à proximité du repère de l'ennemi. Les armes sont prêtes, les plans ont été minutieusement élaborés, et chaque participant sait ce qu'il risque. Il ne s'agit plus seulement de récupérer Azizé, mais de porter le coup de grâce à une structure criminelle qui empoisonne leur vie depuis des décennies. La tension est si palpable qu'elle semble figer l'air autour d'eux, annonçant un affrontement d'une rare intensité où la moindre erreur se paiera au prix fort. Tandis que l'oncle Jefdet donne ses derniers ordres avec un calme olympien forgé par l'expérience des pires combats, Semo serre les poings si fort que ses phalanges en blanchissent, jurant intérieurement de faire payer à quiconque osera lever la main sur sa sœur. Au même moment, dans la maison bourgeoise, Nella prend une décision radicale qui va secouer le clan de Hashmet.
Refusant de finir en bouc émissaire des dettes et des crimes de son mari, elle rassemble ses affaires personnelles et les documents compromettants qu'elle a accumulés au fil des ans dans le coffre-fort familial. Elle comprend que la justice est en train de se refermer sur eux et qu'elle doit sauver sa propre peau avant que les autorités ne perquisitionnent les lieux. Sa fille Mélisse, témoin silencieuse de cette fuite imminente, choisit de l'accompagner, non par amour maternel, mais par un besoin viscéral de échapper de cet environnement toxique qui l'étouffe. Leur départ en catimini au milieu de la nuit marque l'effondrement définitif de la façade de respectabilité de la famille de Hashmet, laissant un vide glacial dans cette grande demeure désormais hantée par ses propres fantômes. L'incursion du commando menée par l'oncle Jeff Dead dans le domaine fortifié de Yavuz se déroule avec une efficacité redoutable, profitant de la confusion générale engendrée par les arrestations de la veille et la panique des gardes restés sans commandement. En neutralisant les caméras de surveillance et en forçant discrètement l'accès par les cuisines abandonnées, Semo et Youssouf progressent dans les couloirs sombres en évitant les patrouilles. Leur objectif est clair: atteindre l'étage supérieur où Azizé est présumé séquestré avant que les renforts ennemis ne réalisent que l'intrusion. Chaque porte franchie est un pari sur la vie. Chaque recoin sombre cache potentiellement un piège mortel tendu par des hommes aux abois qui n'ont plus rien à perdre. Pendant ce temps, Azizé réussit à déceler le vieux panneau d'aération au prix des efforts surhumains, écorchant les mains et déchirant ses vêtements dans l'étroite gaine métallique. En rampant dans ce conduit poussiéreux, elle est guidée par le son lointain de bruits de pas et de voix familières qui résonnent dans les étages inférieurs. Elle comprend que ses sauveteurs sont déjà là. Mais le temps presse car Humit et ses hommes viennent de découvrir sa cellule vide et lancent une battue générale dans toute la propriété. La course-poursuite engage alors dans les entrailles du manoir, transformant chaque couloir en un véritable labyrinthe de la peur où la liberté se mesure à quelques secondes d'avance sur la mort. L'issue de cette confrontation imminente ne laissera personne indemne, car le secret révélé dans la cellule de Yavuz est sur le point d'éclater au grand jour, menaçant de détruire les fondations mêmes de la fratrie au moment précis où il croyait enfin toucher le bonheur du bout des doigts. Les alliances se font et se défont dans un climat de paranoïa absolue, où la loyauté est mise à l'épreuve par la révélation d'une vérité si bouleversante qu'elle changera à jamais le destin de chacun des enfants de cette histoire poignante. Les téléspectateurs retiennent leur souffle, conscients que l'épisode suivant ne laissera place à aucun répit dans cette guerre totale pour la vérité et la survie.